Français, c'est la chronique partout aujourd'hui dans les milieux francophones avec son histoire de la crise post-électorale, les élections de Côte d'Ivoire en 2010, qu'il dont il accorde la victoire à Laurent Gbagbo. Donc, il accorde la victoire à Laurent Gbagbo. Et la grande question que tout le monde vraiment se pose, la grande question, c'est pourquoi maintenant, pourquoi pas quand Laurent Gbagbo était à la CPI, pourquoi pas lorsque la Côte d'Ivoire était encore en train de lutter et que Laurent Gbagbo demandait qu'on recompte les voix et que l'ONU a refusé, la communauté internationale a rejeté en bloc la demande de Laurent Gbagbo. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé quand les Français bombardaient Abidjan, la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Eh bien, c'est lui seul qui pourra répondre. Mais nous avons notre petite opinion là-dessus parce qu'après tout, c'est un livre qui a été écrit et nous savons que quand on écrit un livre, eh bien, on s'attend à ce que ce livre soit commercialisé et vendu. Donc, on n'est pas vraiment étonné que M. Bourgi sorte ses gongs seulement maintenant, alors que nous sommes à la veille des prochaines élections, alors que le temps est passé, parce que quand même, ça fait déjà 15 ans, le président Alassane Ouattara s'en va vers un 4e mandat, pendant que la Côte d'Ivoire est en train de lutter, les opposants ne sont même pas encore sûrs de pouvoir s'entendre sur la démarche à adopter pour vaincre M. Ouattara, pendant que les coalitions et les alliances politiques continuent de se faire et de se défaire, pendant que certains abandonnent des amis pour se tourner vers de nouveaux amis et de nouveaux amis vers des anciens amis, etc., etc. On se demande bien pourquoi M. Bourgi a décidé de venir en rajouter. Est-ce que c'est comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est de l'huile versée sur le feu pour enflammer davantage la communauté ivoirienne, la société ivoirienne? Est-ce que c'est un vrai repenti ou bien c'est juste pour des raisons pécuniaires puisque c'est un livre qui doit être vendu et plus on fait le buzz, et bien plus on a de notoriété par rapport à la vente de ce livre-là. Donc voilà un peu les questions que nous nous posons ce soir. Nous aussi, à notre tour, nous voulons en parler, nous avons entendu les gens en parler. Beaucoup sont revenus sur les élections de 2010 qui, pour nous, n'ont plus de raison d'être, n'ont plus besoin de faire l'objet de débats. C'est dépassé, c'est périmé. Ça a été fait. M. Laurent Gbagbo a affirmé sa victoire. Personne à l'époque ne l'a écouté. Et donc, ben voilà, aujourd'hui, que Laurent Gbagbo ait gagné les élections ou pas, cela ne pourra pas effacer tout ce qui s'est passé. Le pauvre monsieur a passé 9 ans à la CPI parce que, vous savez, c'est très capital. Quand on dit que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections, Laurent Gbagbo dit qu'il a gagné les élections, on n'a pas voulu l'écouter et on s'est dit on a dit à tout le monde entier que Laurent Gbagbo voulait confisquer le pouvoir, que M. Laurent Gbagbo n'est pas un vrai démocrate, M. Laurent Gbagbo n'a pas gagné et il résiste, il ne veut pas quitter le pouvoir. Et donc, on a fait intervenir les États-Unis, on a fait intervenir l'ONU, on a fait intervenir toutes ces grandes entités internationales et on a vu comment le président Laurent Gbagbo a été escorté, a été attrapé dans le bunker et qu'on l'a envoyé même à la CPI en l'accusant d'avoir tué, causé la mort de beaucoup d'Ivoiriens, ce qui aujourd'hui s'est aussi avéré faux. Alors, on se pose beaucoup de questions. Quelle est l'opportunité de la sortie de ce monsieur aujourd'hui sur la scène politique ivoirienne? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Quel bien cela va-t-il apporter aux Ivoiriens? Parce que vous savez que le tissu social ivoirien est déjà fragilisé, même si on nous dit que les Ivoiriens sont réconciliés. Mais il suffit de regarder les débats politiques pour savoir que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Chacun a son clan, chacun a son point de vue, chacun se bat pour son camp et certains même sont prêts à tuer pour leur camp. Donc, c'est important aujourd'hui pour nous
de savoir l'opportunité. Nous aussi, nous allons en parler. Nous allons donner notre petite idée sur l'histoire. Nous allons essayer de faire comprendre à tout le monde que c'est juste selon le point de vue de chacun. Certains diront que c'est pour des raisons financières, d'autres diront que c'est de la manipulation. En tout cas, les panélistes tout à l'heure viendront nous expliquer ce qu'ils en pensent. Viendront nous dire ce qu'ils en pensent et en fonction de cela, eh bien, chacun pourra débattre son point de vue. Mais c'est clair que M. Bourgi, pour notre part, n'a pas sorti ce livre à ce moment-là par erreur. Nous croyons que c'est très stratégique, nous croyons que c'est très calculé, nous croyons que c'est très programmé. Maintenant, programmé pour arranger qui? Programmé pour faire du bien à qui? Mais ça, c'est M. Bourgi seul qui peut vraiment nous le dire. Ce que nous savons, c'est que, eh bien, la Côte d'Ivoire est à un tournant décisif et il n'est pas aujourd'hui opportun que l'on vienne jouer avec la vie des Ivoiriens, vous comprenez, en nous faisant sortir de nouvelles théories ou bien en ramenant, voilà, en déterrant les vieux ossements qu'on a enterrés et qu'on fait l'effort d'oublier. Voilà, parce que cette crise de Côte d'Ivoire n'a pas été une petite crise. Ça n'a pas seulement été une histoire de Gbagbo a perdu le pouvoir, on l'a enlevé au pouvoir. D'ailleurs, M. Katina, dans son interview sur la télé panafricaine, a aussi sorti quelque chose de très grave. Monsieur Katina a fait savoir à tout le monde que Gbagbo Laurent, il nous a fait comprendre que Feu Ouattao a dit au président Gbagbo Laurent qu'on veut le tuer. Donc, il faut qu'il porte l'armement militaire que Ouattao lui a donné. Alors, vous voyez que ce sont des choses, et c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Beaucoup parmi nous n'ont pas réagi quand il fallait réagir. Et maintenant que les dés sont pipés, tout est fini, c'est là que certains réagissent et la réaction qu'ils donnent est un peu en retard. Comme ce M. Bourgi qui se réveille seulement aujourd'hui pour comprendre que, eh bien, la crise électorale de Côte d'Ivoire a été une crise dans laquelle M. Laurent Gbagbo a gagné les élections. Et donc, c'est lui qui devait être président. Bon, ça, c'est encore... Bon, on verra bien ce qui va arriver, mais pour l'instant, en tout cas, il fait son travail, il vend bien ses affaires, voilà, donc c'est ça. Alors, je voudrais dire bonsoir à tous les auditeurs du Jacques Roger Show. Merci de nous rejoindre encore ce soir et merci d'être là avec nous. Il y a Pasteur Aka qui est là et puis à Pasteur, pardon, il n'est pas encore pasteur. Je me demande bien s'il deviendra pasteur un jour parce que la lieu à laquelle il va, il est complètement changé par la politique. Il faut dire le mot. complètement. Je suis devenue une politicienne ivoirienne. Bonsoir, M. Adjei. Ah, non, c'est grave. Hein? Bonsoir, ma soeur. Comment ça va? Bien, merci, le Seigneur au contrôle. Bonsoir, Pasteur Aka, bonsoir, Président. Je ne sais pas si Kwasi est déjà là, je salue. Oui, bonsoir, bonsoir, Pasteur Aka. Bonsoir à vous et puis bonsoir à tout le monde. Voilà. Alors, vous le savez, hein, ce soir, nous parlons de la France-Afrique, voilà, il faut le dire ainsi, parce que quand même, on sait tout ce qui est Robert Bourgi, hein, nous savons qui il est, nous savons que c'est, comme on l'appelle, un homme des couloirs. Il n'est pas dans les couloirs de la drogue, mais il est plutôt dans les couloirs de... Il n'est pas dans les couloirs de... Il n'est pas dans les couloirs de Kadhafi et autres, mais il est dans les couloirs de la politique. Il est plutôt dans les couloirs de la politique France-Afrique. D'ailleurs, lui-même, il le dit, quand il a été envoyé par Sarkozy
pour appeler le président Laurent Gbagbo. Donc, il ne fait que dire ce que tout le monde sait déjà, que Laurent Gbagbo a gagné. C'est ce que Laurent Gbagbo avait dit. Alors, ce soir, je ne sais pas si j'ai dit bonsoir à Pasteur Aka, n'est-ce pas? Oui. Voilà, très bien. Alors, mes chers frères panélistes, ma grande question, c'est celle-ci. Et c'est la question que tout le monde se pose d'ailleurs. Voilà. Pourquoi est-ce que M. Bourgi n'est pas sorti à l'époque où la crise était encore très chaude en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens avaient vraiment besoin de témoins, de témoignages par rapport à cette crise-là, pour dire effectivement, nous avons une crise dans notre pays. Oui, nous nous rendons compte que cette crise a failli nous déchirer, mais nous revenons ensemble. Et c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Écoutez, entendons-nous et on va apaiser le pays. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti à cette époque-là? Et c'est maintenant, à quelques mois des élections, que M. Bourgi sort. Je vous donne la réponse tout de suite, Gisèle Sarah. Allez, oui. Une réponse très simple, Gisèle Sarah. OK. Je veux que vous regardiez cette image. La communauté internationale, l'Union européenne, a financé cette élection. Elle était vraiment capitale. Ils ont mandaté Choi pour venir sur place pour certifier. Donc, il y avait un système qui était en place. Tout s'est décidé quelque part aux Champs-Élysées. Et les gens avaient la feuille de route et ils opéraient. Les rebelles étaient à l'aise de couper la tête de qui ils veulent. À ce moment-là, ce qui comptait, c'était les intérêts de la France et des Occidentaux. Donc, il fallait aller jusqu'au bout pour vitrifier l'insoumis, pour placer leurs pions à la tête de la Côte d'Ivoire pour pouvoir continuer de prendre nos ressources. Voilà le schéma que je veux que vous regardiez. Okay. Donc, pendant que cet orchestre était en train de jouer, où il fallait placer quelqu'un au pouvoir qui va se dire qu'il est élu démocratiquement, ça c'est eux, leur démocratie, personne d'autre ne pouvait dire le contraire. Est-ce que vous comprenez un peu? Et Français et Américains et tous, ils étaient de la même logique. Donc, personne ne pouvait sortir de leur lot pour dire non, c'est Gbagbo qui a gagné, c'est Ouattara n'a pas gagné. Personne. Même Bourgi n'avait écrit peut-être 1000 livres, il n'allait pas dire le contraire à ce moment-là. Mais vous savez comment les Français opèrent. Quand ils ont besoin de toi, ils font la courbette, ils te prennent de l'argent. Ils ont pris l'argent à Kadhafi. Quand ils ne voulaient plus de lui, ils l'ont tué. C'est comme ça qu'ils opèrent. Gbagbo avait dit aux gens de Ouattara que vous ne connaissez pas les Blancs. Aujourd'hui, ils vous ont mis à la tête, mais ils vont vous laisser tomber. Donc, cette époque-là est arrivée pour que les langues se délient, parce que la France est en train de perdre du visage en Afrique petit à petit. La France, elle a déjà perdu 3 grands pays qui sont l'AES. Le prochain pays à perdre, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il va perdre la Côte d'Ivoire? Il faut se donner maintenant cette petite contenance, il faut se laver. Mais la France est tellement plongée que ça va être difficile de se remettre de ça. On connaît leur manière d'opérer. Donc, chaque chose a son temps. Le temps est venu pour dire que, en fait, tout ce qu'on a fait là, c'est Gbagbo qui avait gagné. Pourquoi Ouattara a mis là? Donc, le temps est venu de chercher une porte de sortie. Donc, l'histoire des 4e mandat, il faut quitter dedans. C'est un langage flou que celui qui a des oreilles pour entendre. D'accord. Merci. Alors, Pasteur Aka, est-ce que c'est ça votre avis? Est-ce que c'est ça votre avis? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que M. Bourgi sort? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti au moment où la Côte d'Ivoire avait le plus besoin de comprendre, de témoignages, de confirmation ou d'information? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti à ce moment précis et que c'est maintenant qu'il sort? Ben, merci, encore une fois. Bon, vous savez, la Bible dit chaque chose a son temps. Peut-être que, je sais certainement pas lui ou bien d'autres personnes ont déjà parlé
dans certains médias que Gbagbo avait gagné. Mais il n'y avait pas assez d'écoute, il n'y avait pas assez d'attention. Et M. Bourgi, qui était dans le secret d'État, sort aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a l'aspect commercial de son livre, mais il y a un message qu'il est en train de transmettre. Et c'est ce message-là qu'il faut prendre au sérieux. Le fait de sortir maintenant, par rapport aux élections à venir en Côte d'Ivoire, c'est non seulement un avertissement à la France pour dire en 2010, 2011, voilà ce qui s'est passé. Il ne faudrait pas que ce qui s'est passé en 2010 se répète en 2025. Parce qu'il y a eu une intervention de la France. Donc, il y a ce message-là du côté des Français eux-mêmes, de la politique de l'Europe. Et deuxièmement, il lance un message aux Ivoiriens, pour ne pas dire aux Africains en général. Écoutez, que vous ne voulez pas, vos élections-là, la France a toujours son mot à dire là-dedans. Donc, si vous ne vous prenez pas bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Peut-être qu'on n'aura pas cette fois-ci les bombardements parce que l'ONU ne va pas encore donner une certification pour que la force Licorne intervienne. Mais la France agira. Donc, il y a un message du côté des Ivoiriens. Maintenant, moi, je vais plus loin parce que ce qu'il dit est très grave sur le plan juridique. Parce que la société civile ivoirienne a besoin de se constituer pour poser plainte contre Bourgi et contre la France. Parce que oui, on va y arriver tout à l'heure. On va y arriver tout à l'heure d'ailleurs. C'est un morceau très important. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'il est crédible? Est-ce que M. Bourgi est crédible? Sachant son passé, est-ce que son passé-là n'est pas un peu un couteau à double tranchant? Parce que c'est vrai, il est l'homme de couloir, mais est-ce que tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, est-ce qu'on doit vraiment lui faire confiance à 100%? C'est un homme qui se répand, peut-être qu'il ne veut plus que ça se répète, etc., etc. Est-ce que c'est vrai? Non, on peut ne pas aimer la personne, de faire confiance à la personne. Mais ce qu'il dit a de l'importance. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Même si c'est quelqu'un qui parle avec des preuves à l'appui, qui dit qu'il était le porte-parole, qui était à côté de Sarkozy, qui connaissait Chirac et tout ça, qui a parlé avec Gbagbo au téléphone. Donc, c'est quelqu'un qui était dans le secret. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans le secret. Donc, ce qu'il dit aujourd'hui, ça peut sembler peut-être tard, mais ça a un poids pour l'avenir, c'est important. Et en plus, c'est sur quelle chaîne il parle. Il n'est pas allé parler sur les réseaux sociaux. Il allait parler sur les mêmes chaînes qui ont dénigré d'abord, qui ont dénigré la Côte d'Ivoire, RFI et puis France 24. Donc, si RFI, France 24 accepte d'accorder une telle interview à Bourgi malgré son livre, ça veut dire que quelque part, eux-mêmes, en tant que presse, ils ont un regret parce qu'ils ont menti aux Ivoiriens. Ils sont aussi coupables de tous les victimes, de tous les morts. C'est pas une petite affaire. Si nous on n'a pas pu poser plainte, nos enfants, les petits-enfants doivent poser plainte parce que tous ces 3 000, 4 000, 5 000 morts, tous ceux qui sont morts là aujourd'hui, là, c'est la France qui est responsable. C'est ce que ça veut dire. Et je pense que la CPI, si vraiment elle veut faire son travail, elle va tenir compte.
Il doit avoir une juridiction contre la France. La France doit dédommager la Côte d'Ivoire. Parce que Bourgi, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui était... Sarkozy doit être poursuivi. C'est quelqu'un qui était un émissaire. Voilà. Donc, Sarkozy est toujours vivant. Et depuis qu'il a parlé, est-ce que vous avez vu un démenti? Il n'y a jamais eu de démenti. Je ne sais pas si ça a été fait, mais moi, je n'ai pas encore entendu de démenti. Je n'ai pas encore entendu de démenti ni de la France, ni du pouvoir passé, ni du pouvoir actuel. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre vraiment au sérieux. Vous voyez, bon, là aussi, ça démontre aussi la naïveté du président Gbagbo, mais comme c'est pas le fond du sujet, bon, je vais pas aller dans ce sens parce que à travers ce que Bourgi dit, ça veut dire que le président Gbagbo lui-même aussi, en tant qu'historien, politicien, quelqu'un averti qui connaît le colonialisme, il est naïf. Oui, enfin, c'est ça aussi, c'est une autre question que j'allais poser, c'est-à-dire qu'il remet un peu en doute, et je vais permettre à M. Adjaye de répondre avant que vous reveniez là-dessus, il remet en doute un peu l'intégrité de M. Laurent Gbagbo, parce que pour les Ivoiriens d'abord, ensuite pour les Africains, Laurent Gbagbo ne marche pas dans les chemins battus de la France-Afrique. Donc, tous les systèmes France-Afrique, c'est comme qu'on a vu avec Mobutu, avec Bokassa, avec... tous ces présidents Bongo, Ali Bongo et tous ces gens, où on doit financer les élections des présidents français. Et chaque fois qu'il y a des élections en France, alors on a pensé que Laurent Gbagbo, lui, n'était pas dans ça, puisqu'on nous a toujours dit que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a enlevé au pouvoir, parce qu'il ne fait pas ce que les Français lui demandent. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, M. Adjaye? On nous dit aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo aussi avait remis de l'argent pour la campagne d'un président africain. Merci. Alors, avant de répondre à cette question, vous avez parlé de la crédibilité de Bourgi. Alors, à cette question, je voudrais tout simplement vous dire, Sister Sarah, il n'y a pas d'homme plus crédible actuellement à parler de cette affaire en dehors de M. Robert Bourgi, parce qu'il était dans le secret des secrets. Plusieurs fois, il a même dit, quand Chirac a convoqué Marcoussi, il a appelé à Lou et Eugène pour dire, dis à Gbagbo de ne pas venir en France. Parce qu'il y a eu des réunions ici, dis-lui de ne pas venir. Gbagbo s'est entêté, il est parti. Dieu merci, il en est revenu. Sinon, le plan était de faire chuter son avion. Donc, il n'y a pas quelqu'un de plus crédible que lui. Ce qu'il dit aujourd'hui là, c'est ce qui se passe dans la tête des dirigeants français. C'est une façon de se laver les mains pour dire qu'on a fait des bêtises hier, on n'est plus prêt à recommencer les mêmes bêtises. C'est Gbagbo qui avait gagné, Ouattara n'a pas gagné, donc il arrête de dire je suis élu démocratiquement. Bref, Gbagbo avait donné de l'argent, ça ne devait même pas inquiéter un vrai panafricain, des gens comme nous, les souverainistes. Nous sommes préoccupés par la souveraineté de nos États. Donc, après de donner l'argent là, pour nous, ce n'est pas un problème. Parce que Kadhafi a donné plus que Gbagbo. Hein? Kadhafi a donné plus que Gbagbo, mais Kadhafi est où? Oui, mais justement, c'est un problème parce que tous les présidents qui ont donné, justement, c'est pour ça que je pose le problème d'intégrité de Laurent Gbagbo, qui pour nous était censé ne pas fonctionner selon les Français et selon la France-Afrique. Voilà. Oui, ils sont tous tombés, tous ceux qui ont financé les campagnes électorales des présidents français. Oui, j'arrive. N'oubliez pas que au moment où le président Gbagbo prenait le pouvoir en 2000, la Côte d'Ivoire et tous les autres pays fonctionnaient sous le joug de la France-Afrique. Donc, Gbagbo ne pouvait pas venir du coup pour dire je ferme tout. Il a fermé certains comptes, mais quand il s'agissait de donner un peu d'argent pour la campagne d'un président, ça c'est rien. Bon, je peux donner. Pensant que, au moins, les gens n'allaient pas être si hypocrites pour faire de lui ce qu'ils ont fait après, connaissant bien comment les Français opèrent.
dire que est-ce que c'est une erreur? Non, ce n'est pas une erreur. Tout le monde faisait que Gbagbo ne pouvait pas ne pas faire ça. Il a fait, et comme il a donné peut-être 2 millions de dollars, bon, bref, on peut dire que nous, on en avait besoin. Il pouvait nous donner un peu, mais il a préféré donner, comme tous les autres présidents, ils sont sous le joug français. Ça, on ne peut pas condamner Gbagbo pour ça, on ne peut pas le blâmer, parce que c'est la norme. Les présidents français n'ont pas d'argent pour leur campagne. Ils demandent toujours à nos présidents. Donc ça, là, ne faisons même pas de ça. Oui, non, moi j'en fais un problème. J'en fais un problème parce que, écoutez, le président Ibrahim Traoré aujourd'hui au Burkina Faso est applaudi par son peuple et par les panafricains comme étant un modèle de résistance contre l'impérialisme de la France. Laurent Gbagbo arrive, on est tous convaincus que c'est un monsieur qui lui aussi lutte contre l'impérialisme français. Et ce monsieur Laurent Gbagbo, on nous dit aujourd'hui qu'en fait, lui aussi, il a fait ce que faisaient tous les présidents africains qui ont perpétué la France-Afrique. Donc, il est rentré dans le même canevas, il a donné de l'argent pour la campagne d'un président. Alors, ça, c'est un vrai problème parce qu'il n'avait pas encore chassé la France. Les Français étaient encore là, les bases militaires sont là. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas. D'accord. S'il refuse, qu'est-ce qui va lui arriver? Les 40 Bima est là. Il est obligé de faire ça. Il a fait ça, mais il est quand même tombé. Hein? Donc, ça n'a rien changé. Kadhafi, Gbagbo a envie. Kadhafi a fait plus que ça. Il est où? C'est pourquoi je vous ai posé la question. Ce n'est pas le fait de faire qui va faire qu'ils vont t'aimer. Non. Mais c'est la norme. Sinon, ils vont venir te tuer vis-à-vis. C'est le point que je ne voulais pas dire ça comme ça. Mais je suis obligé de le dire comme ça. Oui. Il faut le dire parce qu'on doit comprendre votre position de façon très claire et très complète pour ne pas qu'il y ait des non-dits qui prêtent à confusion, quoi. Voilà. Alors, Pasteur Aka, qu'est-ce que vous pensez de ça? Laurent Gbagbo. Oui. Il nous dit qu'il n'avait pas le choix, il devait faire comme les autres. Non, bon, moi je pense que peut-être il y a des contours de la situation qu'on ne maîtrise pas. Mais quand je regarde un peu le parcours, l'expérience du président Gbagbo, moi personnellement, je suis surpris. Parce que Merci. De tous les Pourquoi vous êtes surpris? Je suis surpris parce que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui. C'est d'abord un historien. C'est d'abord quelqu'un qui a étudié la politique. C'est quelqu'un qui a combattu au Fauboigny. C'est quelqu'un qui, étant dans l'opposition, était toujours contre l'impérialisme. Donc, il ne faut pas diriger un pays avec autant de légèreté. Voilà. Parce que 3 millions de dollars, attends, il doit rendre compte au peuple ivoirien. Parce que c'est l'argent du contribuable. Bon, on dira que ce n'est pas une pratique nouvelle, hein? Ce n'est pas une pratique nouvelle, c'est des choses qui se passent. Oui, mais est-ce que parce que ce n'est pas une pratique nouvelle, est-ce que cela légitime cette pratique-là? Non, ça ne légitime pas. Justement, c'est pour cela que quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, il faut faire un audit. Parce que moi, même le président Macron a reçu des lettres. Ce n'est pas de qui, mais c'est quel il a reçu des lettres. Il n'y a pas un président français qui ne reçoit pas de lettres. Vous voyez, même pour le cas du président Gbagbo, moi, ça me fait très mal parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que nous avons vu vraiment comme un homme d'exemple du panafricanisme. C'est quelqu'un qu'on voit comme qui est venu avec une refondation par rapport à la souveraineté économique de la Côte d'Ivoire. Et même de l'Afrique. De l'Afrique. Puisque beaucoup le prennent comme exemple, d'ailleurs. Comme exemple. Mais ce n'est pas une affaire de 1 milliard. Ce n'est pas une affaire de 50 millions. Mais 3 millions de dollars, vous savez ce que ça veut faire pour la jeunesse en Côte d'Ivoire? Voilà, donc il doit rendre compte. Parce que ça, c'est l'argent des contribuables. C'est pour ça que j'ai parlé, bon, quand on va aborder l'aspect juridique, c'est la chose. Oui. Donc, pour moi, cela démontre encore la faiblité
du président Gbagbo, même si on peut donner des explications par-ci, par-là, cela démontre qu'il n'est pas ferme dans son leadership. Oui, et nous avons un problème avec ça parce que les gens justifient l'injustifiable quand c'est leur cas. Et voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, les crises ne finissent pas et qu'on n'a jamais la vérité. Parce que chaque camp défend son camp et les gens ne sont pas capables de dire oui, là on a mal fait, oui, là on a violé la loi. Et que chacun vient nous dire non, mais c'est normal, non, mais vous savez, oui, non, il n'avait pas le choix. Mais non, chacun a un choix. Et tous les choix ont une conséquence. À preuve, il a fait 9 ans à la CPI à cause de ses choix avec la France, qui n'ont peut-être pas été ce qu'il aurait dû être. Bon, voilà. Alors, et puis pour terminer, pour dire, moi, sur la base de cet argent, et puis de l'appel même qu'il a reçu de M. Bourgi, après les élections, sur le message qu'a transmis Sarkozy à Bourgi pour Gbagbo, Gbagbo devait comprendre que en ce instant-là, il ne devait plus jouer. Parce que quand on utilise les adjectifs qu'a utilisé M. Bourgi, qu'il a appelé au téléphone pour lui dire de quitter le pouvoir, sinon il va être vivifié ou bien vérifié. Vitrifié. Anéanti. Oui, vitrifié. Voilà. En tant que leader, en tant que chef d'État, il n'y a plus d'amusement. Voilà, mais ce que je constate au président Gbagbo, il veut se montrer le plus démocrate. En politique, tu ne peux pas être démocrate à 100%. À tout moment. Tu ne peux pas être démocrate à tout moment. Il y a des moments, il faut faut imposer le leadership. Il faut imposer parce que tu as le soutien de la population. Et derrière toi, tu trahis la population. Au moment où la population te supporte, toi, tu fais autre chose en coulisses. Alors moi, sur cette base-là, mais écoutez, je ne fais pas confiance. C'est vrai que je l'aime, mais sur cette base-là, pour moi, il n'est pas charismatique, il n'a pas de caractère. Et ça joue sur son intégrité. Il est responsable. Hein? Donc, pour moi, quand j'entends ça, je dis, mais c'est pour ça que, bon, c'est Dieu qui détient la vie. Voilà, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, mais il a payé les conséquences de sa naïveté. Et aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, tous ses supporters en ont payé. Tout ça à cause de quoi? À cause de sa mauvaise gestion, de son mauvais leadership. Donc, il faut avoir le courage de dire la vérité pour que les gens changent demain. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, M. Adjahi, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de M. Bourgi? Est-ce qu'il serait déplacé de penser que la France est en train d'essayer encore de rétablir la France-Afrique en Côte d'Ivoire ou de la maintenir? Parce que maintenant, aujourd'hui, on voit que Gbagbo Laurent est revenu sur la scène politique, il est en train d'implanter son parti, il est en train de gagner du terrain, les Ivoiriens l'aiment à nouveau. Est-ce que la France n'est pas en train n'a pas fait sortir Bourgi à ce moment précis pour justement essayer de revenir encore pour gagner l'affection de qui que ce soit qui pourra prendre la présidence de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce n'est pas encore le retour de la France-Afrique? Non, je ne pense pas, parce que la France elle est consciente que le vent nouveau qui est en train de souffler, la jeunesse africaine a pris conscience qu'elle ne veut plus de la France. La France sait que si Ouattara n'est plus en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire se met debout, réclamer sa souveraineté, faire partie de toutes les bases militaires étrangères. Ça, la France le sait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une petite façon de se remettre un peu en cause pour dire que bon, on a fait ça, on s'était trompé. Mais nous, on savait depuis le premier jour. Mais c'est pour que le nom de la France reste un peu dans l'histoire, pour dire que oui, et ils ont fait ça, maintenant ils veulent se dédier, donc pour leur donner une petite crédibilité. C'est juste dans ce sens-là. Sinon, ce n'est pas en termes de France-Afrique. La France sait qu'elle a perdu les pays de l'AES, elle va perdre la Côte d'Ivoire, coûte que coûte. C'est une question de temps. Elle sait. Donc la France-Afrique ne va plus prospérer. Voilà, ça c'est mon avis. D'accord, la France-Afrique ne va plus prospérer. Est-ce que vous croyez aussi, Pasteur Aka?
Oh non, pas vraiment. Hein. Vous savez, la France-Afrique, qu'on le veuille ou pas, elle demeure. Hein. Elle demeure. Parce que, et par rapport à la Côte d'Ivoire et aux les autres pays, la Côte d'Ivoire est une particularité. Hein. Vous savez, les liens de la Côte d'Ivoire et la France, ça date depuis Houphouët-Boigny. Donc, tous ceux qui vont venir, qui ne vont pas tenir compte de ces liens-là, ils trouveront la France sur le chemin. Parce que la France a non seulement investi plus en Côte d'Ivoire au détriment des autres pays francophones, il faut avoir le courage de le dire. La France a plus de 200 sociétés françaises qui existent en Côte d'Ivoire. Et quand vous allez à Abidjan, arriver à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, vous avez 3 sorties. Il y a la CEDEAO, il y a l'Union européenne et il y a les nationaux. Mais quand vous regardez à la sortie de l'Union européenne, mais vous êtes surpris parce que la Ligue des Européens, des Français qui voyagent en Côte d'Ivoire, mais c'est eux qui remplissent les avions. Quand vous regardez du côté de la CEDEAO, vous êtes surpris. Bon, peut-être que ça a un peu diminué avec les problèmes de Mali, comme il n'y a plus de vols Air France ou Bamako, là. Mais vous êtes surpris. Mais quand vous regardez du côté des nationaux, vous ne trouverez même pas 10 personnes. Vous voyez? Donc, la France-Afrique, elle est tellement implantée en Côte d'Ivoire que la France n'acceptera jamais qu'un président soit élu en Côte d'Ivoire qui ne fait pas leur affaire. C'est les Ivoiriens qui doivent imposer leur volonté de choisir le leader dont ils veulent. Le système est tellement bâclé que les Ivoiriens doivent comprendre. Tant que la France y demeure, on ne peut pas les ignorer. S'il y a un combat à faire, le combat, c'est plus contre la France. Et puis, deuxièmement, la sortie de M. Bouger, pour moi, c'est un coup de poignard dans le dos de M. Ouattara. C'est en même temps un message aussi qu'on lui donne du pouvoir. Vous voyez, parce que M. Ouattara a toujours réclamé qu'il a gagné. Oui, mais si vous dites que la France-Afrique est là, est-ce que ça veut donc dire que M. Bourgi vient ici soutenir Laurent Gbagbo parce que peut-être la France ne gagne plus avec M. Ouattara? Est-ce que c'est ça qui est en train de se faire? Non, pas du tout, pas du tout. M. Bourgi est en train d'éveiller nos consciences. Il est en train de nous dire, écoutez, Ivoiriens, Ivoiriennes, votre pays là, c'est ce que la France décide, c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui se passe. Et que je vous donne comme exemple, en 2010 là, c'est M. Gbagbo qui a gagné. Mais le président français de l'époque a pris une décision et voilà comment les choses se sont passées. Donc c'est un message qu'il est en train de nous donner. C'est pour cela que les réformes de la CIE, de la lutte contre le droit, tout ça, l'opposition ne doit pas prendre ça à la légère. C'est ça. L'opposition ne doit pas prendre à la légère. Vous voyez. Donc la France-Afrique n'est pas morte. Hein. Peut-être qu'elle n'a pas les mêmes équilibres, mais elle n'est pas morte. Hein. Elle demeure. Hein. Vous savez, tant que tu n'as pas coupé la tête du serpent, il ne faut pas dire qu'il est mort. La France-Afrique demeure. Les gens sont. Il y a eu 3 pays qui sont partis, mais la CEDEAO, il y a plus que 3 pays. Voilà, donc ça a elle de se réorganiser et puis travailler les autres pays francophones. Et la Côte d'Ivoire est un centre, la Côte d'Ivoire est un gros morceau dans le processus des intérêts de la France-Afrique. Donc, la bataille en Côte d'Ivoire pour le prochain président, ça, c'est les Ivoiriens qui doivent savoir s'imposer dans leur choix. Sinon... Alors, quelles pourraient être les conséquences de cette déclaration-là aujourd'hui sur la vie sociale de Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela va changer aujourd'hui dans la vie des Ivoiriens? Nous savons ce qui se passe, nous savons qu'il y a beaucoup de cas. Le retour de M. Laurent Gbagbo a galvanisé beaucoup d'Ivoiriens
qui, peut-être à l'époque, n'y croyaient plus et qui, donc, on pensait que la lutte n'avait plus son sens. Aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo est de retour. Alors, qu'est-ce que cette déclaration-là peut avoir comme conséquence, justement, sur le climat social ivoirien? Non, sur le plan du climat social, il n'y aura rien. Mais dans le cœur de chaque Ivoirien, les gens auront un mauvais regard vis-à-vis du pouvoir en place. Voilà. Mais dire qu'il va y avoir des troubles, non, les Ivoiriens savaient ça déjà. Les Ivoiriens ont dépassé ce côté-là. Côté de troubles social, oui, c'est Gbagbo qui a gagné. Gbagbo, même quand il est venu là, il n'est pas allé saluer le président Ouattara. Il a allé saluer le président Ouattara. Donc, le président Ouattara est là en tant que président légitime. On peut faire tous les commentaires, toutes les analyses, toutes les déclarations qu'on veut. On peut, mais c'est le président, il est en son troisième mandat. Hein. C'est pas, il n'a pas seulement gagné les élections de 2010. Une façon de dire que M. Laurent Gbagbo a légitimé le pouvoir de M. Ouattara en allant le saluer, justement. Mais oui. Donc, pour ce côté-là, moi, je dis plutôt la sortie de M. Bourgi va affaiblir un peu l'électorat du RHDP. Ça va affaiblir quand même quelque part. Il y a quand même certaines personnes qui ont dit « Ah, mais là, si c'est comme ça, là, moi, je ne le supporte plus. » Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comment le RHDP va s'y prendre. Parce que la sortie de M. Bourgi, là, sera un slogan de campagne en 2025. Oui, mais vous savez que le RHDP n'est dérangé par rien du tout, hein, puisqu'on entend déjà certains supporters du RHDP qui disent que bon, c'est pas nouveau, on a déjà entendu parler de ça, bon. Non, et ça les dérange encore. Ça les dérange, mais le RHDP ne viendra pas dire oui, bon, machin. Non. Eux, ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur logique, ça les dérange. Et la sortie de M. Bourgi renforce les revendications de l'opposition sur la liste électorale, sur la réforme de la commission électorale, sur le découpage. Voilà. Et ça met le pouvoir au mur. Si la sortie de M. Bourgi n'est pas vraie, le pouvoir n'a pas besoin de répondre, mais ils seront obligés d'exécuter les revendications de l'opposition pour prouver le contraire, pour prouver qu'ils sont majoritaires, pour prouver que, écoutez, c'est eux qui sont là, qui ont gagné, et que tout ça, c'est des spéculations. Mais si le pouvoir refuse les revendications, la CEI refuse les revendications de l'opposition sur la réforme de la liste électorale, tout ce qui est dit, cela veut dire que, effectivement, M. Bourgi a raison. D'accord. M. Adjei, quel sera l'impact de cette sortie-là sur la société ivoirienne? Très bonne question. Cette sortie-là, on voyait ça sous deux angles. Le premier angle, de Bourgi, qui a parlé, qui a dit la vérité, que c'est Gbagbo qui avait gagné, que ce n'est pas Ouattara qui a gagné, et qui est en train de dénoncer les secrets de ce qui était préparé à l'Élysée. On peut dire, il faut mettre le quid dehors. On mettait aussi le quid de Ouattara dehors. C'est le premier angle. Le deuxième angle, c'est la journaliste qu'ils ont envoyée pour poser des questions à Coulibaly Coulibaly sur la liste électorale. C'est une façon de l'affaiblir. Lui, Coulibaly Coulibaly, en fraudant la règle selon laquelle il faut réviser la liste électorale chaque année. Mais pourquoi Coulibaly Coulibaly ne le fait pas? Il sait bien pourquoi. C'est la fraude. Où il y a une sœur qui était morte en 2016, mais on trouve qu'elle a voté en 2020 avec son empreinte digitale. Et tout ça, ce sont les fraudes de Coulibaly Coulibaly. Donc, en lui posant cette question sur France 24, ça l'a affaibli, ça l'a remise en cause et ça donne le poids à l'opposition pour dire ceci à Coulibaly Coulibaly. Nous espérons, nous osons croire que tu es président de la CEI ivoirienne. Tu n'es pas président de la CEI du RHDP ou bien de Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire t'a confié un travail de lui fournir une liste électorale. C'est comme un étudiant à qui on donne un devoir de faire un research paper et qui allait
hors sujet, qui a bâclé le papier. Soit on lui donne 0, ou bien si le professeur est gentil, il lui dit, bon, je te donne 1 semaine pour refaire ton papier, pour changer ta note. L'opposition ivoirienne peut dire à Coulibaly Coulibaly, tu as le choix, soit de démissionner, parce que tu as bâclé le travail qu'on t'a confié, ou bien tu refais une nouvelle liste électorale avec et tu enlèves toutes ces conneries qui sont dedans là. Voilà, l'opposition aujourd'hui est galvanisée, elle sera galvanisée pour poser ses revendications sur la table et Coulibaly Coulibaly va exécuter. Il ne peut pas se dérober. Voilà ma position. Voilà votre position. Alors, donc aujourd'hui, vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est devenu un peu... Je suis là. Ah bon, voilà. Bonsoir, M. Kwasi Dunga. Alors, c'est devenu un peu comme un effet de mode. Les situations apparaissent, on en parle, et puis après, bon, il n'y a rien, on continue, on retombe encore dans la routine, et c'est comme si rien ne s'était vraiment passé. Alors, ma prochaine question, et je vais aller vers M. Kwasi Dunga, qui vient de nous prendre en marche, pour qu'il puisse quand même... qu'il puisse donner son point de vue sur ce que nous avons déjà vu. Pourquoi maintenant M. Bourgi? Pourquoi il sort maintenant? Quel sera l'impact de cette déclaration ou de cette déclaration sur la vie sociopolitique de Côte d'Ivoire? Et puis, est-ce que M. Laurent Gbagbo, qui a été d'une manière ou d'une autre indexé dans son témoignage, ne sera-t-il pas en train de perdre sa crédibilité quand on nous dit qu'il a financé des élections, des campagnes électorales pour un président français? Monsieur Douman, voilà un peu les premières questions. Merci, Maman Sarah. Bonsoir, Pasteur Maka. Bonsoir Adjei. Bonsoir, Commandant Jacques. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, je suis là depuis le début. Mais comme j'étais dans une chose, bon. Vous voyez, un gros. Vous voyez, la politique, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne peut pas voir. Ce que vous voyez, ce n'est que la pointe d'un iceberg. Ce qui se passe en dessous est plus grand que ce que vous voyez. Et je suis très content d'être dans ce milieu et je comprends mieux ce qui se passe. D'abord, M. Bourgi, allons-y même dans l'histoire de l'humanité. Partout où il y a eu un chef, partout où il y a eu un roi, un empereur, un président, ils ont quelqu'un de confident. Et c'est avec cette personne-là qu'ils mènent des activités souterraines. Ce n'est pas avec les ministres, mais ils ont des gens de main, comme on le dit. Et ça existe partout dans le monde entier. Depuis au temps de l'Égypte, Potiphar, les rois, les chefs, même vous-même, Pasteur Aka, même vous-même, Maman Sarah, vous avez quelqu'un qui est votre confident. Oui. Que vous pouvez même amener et aller faire poser des actes pour vous. Soit vous l'amenez à rencontrer quelqu'un ou bien des choses comme ça. Donc, c'est ce rôle-là que M. Bourgi joue. Et ça, c'est un rôle hautement la confiance, la discrétion et le devoir de réserve. Parce que tu traites avec le président de la République. Tu ne peux pas mettre en péril, au risque de ta vie, tu ne peux pas mettre en péril tout un pays parce que tu as la langue pendue.
faut faire très attention. Donc, M. Bourgui, ce qu'il fait, tous les présidents le font. Maintenant, c'est comme un fonctionnaire. Il est payé, il est rémunéré, et comme il a dit, l'argent investi sur son compte pour le travail qu'il fait, et il paye les taxes dessus. Donc, ce n'est pas illégal. Aux États-Unis, ici, ce que M. Bourgui fait, c'est ce qu'aux États-Unis, ici, on appelle les lobbies. C'est ça, en grande partie. Ce sont des hommes qui s'occupent des affaires délicates. Par exemple, maman, Sarah veut rencontrer Joe Biden. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment pour rencontrer Joe Biden? Tu veux que Joe Biden te reçoive, vous allez discuter. Tu fais comment? Il y a des gens qui sont là, qui vont arranger un rendez-vous avec vous, avec Joe Biden. Mais ce n'est pas gratuit. Bien. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, il y a des gens qui disent que pourquoi est-ce que M. Bourgui parle maintenant? Il y a d'autres qui sont allés, non, il a perdu de crédibilité, la France-Afrique est en train de mourir, donc, comment ça s'appelle, c'est pour se redonner, pour se requéquer. D'autres même disent que non, c'est la France-Afrique qui l'a envoyé, c'est pour venir positionner M. Thiam en Côte d'Ivoire. J'ai écouté. Quel est votre point de vue? Oui, c'est là que j'arrive. M. Bourgui est tenu par le droit de réserve. Donc, il ne peut pas publier ce qu'il fait dans le noir. Mais c'est Jacques Chirac qui lui dit, j'ai besoin d'argent pour ma campagne. Mais pourquoi il ne dit pas ça au ministre de l'économie et des finances de la France? Pourquoi il ne vient pas devant le public financer ma campagne? Et il lui dit, et en douce, il dit, il faut voir nos amis présidents. Nos amis présidents pour contribuer à ma campagne. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, vous voulez que M. Bourgui vienne s'arrêter devant le peuple, devant l'univers? Écoute, M. Chirac a besoin d'argent pour sa campagne, venez contribuer. Non, la question c'est pourquoi maintenant? Pourquoi tout ce temps maintenant, M. Bourgui n'est pas sorti? Pourquoi c'est maintenant? C'est ça. C'est le droit de réserve. C'est des choses confidentielles. Et en matière de confidentialité des secrets d'État, écoutez très bien, ce sont des dossiers, vous voyez, au niveau de l'État, on a des dossiers qu'on appelle dossiers classés confidentiels, des dossiers classés top confidentiels. Parce que il sort aujourd'hui. Ah, je viens, maman. Voilà. Je vais expliquer comment on déclassifie un dossier. OK. Parce que il y a des dossiers que si vous éclatez pendant le show, vous pouvez mettre en péril votre pays. Aux États-Unis, par exemple, ici, et la plupart des pays, les dossiers classés confidentiels, c'est après minimum 25 ans qu'on déclassifie le dossier. Minimum 25 ans. Monsieur, je prends l'exemple. Monsieur John Kennedy a été tué. En ce moment, nous, on était petit. C'est M. Trump qui est venu pour déclassifier le dossier. Pendant ce temps-là, personne. Parce que déclassifier un tel dossier peut mettre en péril l'existence même de l'Amérique. Et encore, écoutez bien, lorsque M. Trump a déclassifié le dossier, il n'a pas déclassifié tout le dossier parce qu'il y a encore des parties qu'il a laissées confidentielles. On lui a posé la question. Il dit cette partie-là, si il déclassifie ça, ce sera la guerre totale aux États-Unis. Alors, donc, vous pensez que le dossier des élections qui s'est passé il y a seulement
15 ans a été déclassifié. Et M. Bourgi maintenant met ça dans son livre pour le vendre et pour avoir de l'argent. Monsieur, je ne sais pas combien le livre de M. Bourgi va lui rapporter. Mais je sais que dans cette histoire de lobby-là, c'est des millions qui circulent là-bas. C'est beaucoup d'argent qui circule là-bas. Imaginez-vous. A dit que M. Gbagbo devrait rendre compte parce qu'il a pris l'argent. Je vais revenir là-dessus. Oui. Alors, je vais revenir là-dessus. Oui, très rapidement. Oui. Oui. Imaginez-vous que M. Bourgi, pendant la guerre où Sarkozy était en train de bombarder la Côte d'Ivoire, et M. Bourgi vient sortir, c'est qu'il vient de sortir là. Pouvez-vous imaginer l'impact de ce que ça allait provoquer en Côte d'Ivoire? Et puis ce n'est pas son rôle. Aujourd'hui, il est à la retraite, donc il écrit ses mémoires. Quand un agent de service secret quitte les services secrets, on lui donne minimum 10 ans avant qu'il ne s'exprime sur les dossiers secrets. Vous n'allez pas voir un agent de service secret être dans le service secret toujours en fonction et aller faire des publications, écrire ou bien parler, dire des choses. Ça là même, on t'a éliminé à la minute. Ça, ce sont les clauses. Donc, M. Bourgi, ce qu'il a fait, d'abord, il n'est pas obligé de le faire. Mais lui-même, il dit pour laver sa conscience. Il a dit des choses qui datent d'au moins 10 ans. Mais Pasteur a dit une chose importante. Ça doit nous aider pour les prochaines élections. Maintenant, je fais une petite parenthèse, on va vite. Le rôle que M. Laurent Gbagbo a joué. Aujourd'hui, on crucifie Laurent Gbagbo, il devait être leader, il devait être... Non, c'est parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans l'ombre de la politique que vous dites ça. M. Bourgi, quand il a interpellé Gbagbo, il a donné la raison pour laquelle Gbagbo a accepté. Puisque Gbagbo était mal aimé de la France, c'est moi qui le paraphrase. Gbagbo est obligé, pour la sécurité et la protection de son pays, puisque la France peut neutraliser la Côte d'Ivoire en 24 heures, ça, ne nous amusons pas. Quand Gbagbo venait au pouvoir, les armes de l'armée ivoirienne, c'était les armes qui ont servi pendant la guerre de, comment ça s'appelle, la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. C'était ces armes-là que notre armée avait. Et ça, c'est vrai. Avec ça, là, vous allez faire guerre contre qui? Donc, pour attirer, comment ça s'appelle, la sympathie de la France pour son gouvernement, il est comme obligé. Et il a dit à Bourgi, moi, je suis ami de Jospin. En principe, je ne dois même pas financer une élection de, comment ça s'appelle, de Chirac, puisque Jospin lui-même aussi était candidat. Mais en politique, vous voyez, vous-même, vous êtes chez vous, prenez une poupée dans la main gauche, une poupée dans la main droite, et puis affrontez les, ils sont en train de se battre, mais vous êtes manipulé par qui? Par la même personne. Et puis c'est une élection, on s'en va. On ne sait pas qui va perdre, qui va gagner. Donc c'était mieux pour le président Laurent Gbagbo de faire ce qu'il a fait. Je vais vous dire, vous savez combien les pays payent chaque année pour la protection de leur pays, pour ne pas que leur pays soit bombardé. Vous savez pourquoi les Kagame sont au pouvoir? Kagame est au pouvoir depuis les années 94 après la guerre. Il est au pouvoir et il est adulé. Il est reçu partout. Vous savez pourquoi Paul Biya est au pouvoir? Mais ce n'est pas seulement en Afrique. Ce n'est pas seulement en Afrique. Et ils font ça pour maintenir l'amitié personnelle et pour assurer la protection de leur pays. L'argent que le président Laurent Gbagbo a pris.
Je sais que c'est l'argent du contribuable, mais il a pris cet argent dans les caisses de souveraineté qu'on lui donne chaque année. C'est pour cela que cette caisse-là est votée. C'est pour des actions comme ça. Donc, le président Laurent Gbagbo a fait ça dans le but d'assurer, comment ça s'appelle, la sécurité de son pays. Mais il y a une chose. Maintenant, quel sera l'impact de cette sortie sur la société ivoirienne? Non, actuellement, M. Bourgui vient de confirmer ce que tout le monde savait. On savait que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. On savait que, comment ça s'appelle, Sarkozy est l'ami direct de, comment ça s'appelle, Draman Ouattara. C'est dans sa commune, dans sa mairie, que Draman Alassane s'est marié avec sa femme. On est au courant de tout ça. On sait pourquoi ils ont fait tout ça. Mais M. Bourgui, qui est l'oreille et la main de, comment ça s'appelle, des présidents français, vient confirmer ce que nous savions depuis longtemps. Donc maintenant, ça doit nous interpeller pour l'élection de 2025 à venir, que voici ce qui se passe. Et puis, cette intervention intervient au moment où le président de la CEI ivoirienne se trouve en France. C'est une bonne aubaine pour les Ivoiriens pour comprendre, monsieur. Quelqu'un a dit que c'est un éveil de conscience. Oui, monsieur Bourgui a ouvert les yeux des Ivoiriens et de toute l'Afrique. Mais ce n'est pas un truc nouveau. Ça se fait partout. Même Mahomet VI, le roi du Maroc, il paye les lobbies aux États-Unis ici. Les gens, je peux vous donner même la liste et leur montant qu'ils payent chaque année. S'il vous plaît. Donc, monsieur le président Laurent Gbagbo n'a pas mal fait. Il a fait ça dans l'intérêt supérieur de la préservation de son pays. Mais comme je vous ai dit ici, le premier pays de la haute diplomatie au monde, c'est la France, que ça vous plaise ou pas. Ça, c'est incontestable. Dans tous les milieux de la haute politique, la France est considérée comme la plus haute diplomatie au monde. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est qu'il a menti. En même temps, la France est le premier pays hypocrite au monde. Voici. C'est ce que M. Bourgui nous a démontré. Gbagbo croyait bien faire pour attirer comment ça s'appelle, la faveur de sympathie, la sympathie, merci du mot, la sympathie, non pas seulement pour sa personne, mais pour le pays, la Côte d'Ivoire. Il a donné même 3 millions de dollars. À cette époque, ça équivalait à 1,5 milliard. Il est vrai, on manque de l'argent par-ci, par-là, mais ça valait la peine de faire ce geste pour assurer la protection de son pays, la sécurité de son pays, dans la mesure où tous les pays du monde le font. Donc, d'accord. M. Bourgui, en le faisant, il met en garde, il nous ouvre les yeux, il confirme ce qui s'est passé. Il n'est pas obligé de le faire, mais comme lui-même, parce que vous savez, c'est ça, Dieu est en nous. À un moment donné, vous faites votre mea culpa pour tout ce que vous avez fait. Il se sent coupable, mais je ne veux pas qu'il se culpabilise, puisque c'est son travail que le destin lui a donné. C'est ce que la plupart des gens, tous les pays du monde le font. Donc, il ne faut pas y avoir se culpabiliser. Les Ivoiriens doivent comprendre que nous devons prendre nos gardes pour les élections de 2025. Je m'arrête là. Merci. Voilà. Merci, M. Kwasi Nunga. Alors, je reviens vers vous, M. Adjaye et Pasteur Aka, je reviens vers vous. Je vais commencer avec Pasteur Aka. Aujourd'hui, nous avons aussi vu une interview de M. Kone Katina, dans laquelle il disait que le plan était que Gbagbo soit tué en 2010. Et c'est Ouattara qui l'a sauvé. Aujourd'hui, Gbagbo n'est pas mort, Gbagbo est là. En plus de cela, on a quelqu'un qui sort pour venir nous dire que, eh bien, c'est la France
de Sarkozy qui a décidé de vitrifier Gbagbo, mais en vitrifiant Gbagbo, on a fait appel au groupe GEOS, on a fait appel à l'armée française et il y a eu beaucoup de morts. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça peut constituer un dossier international dans lequel la Côte d'Ivoire pourrait porter plainte? Et qui porterait cette plainte quand nous savons que celui qui est au pouvoir, c'est l'ami de M. Sarkozy? Passé Aka, je commence avec vous. Oui. Oui, je pense que ce soit maintenant, que ce soit à l'avenir, c'est un dossier où les avocats ivoiriens, les juristes doivent s'en saisir, la société civile, pour poser plainte contre M. Sarkozy qui n'est plus président, et puis contre la France. Peut-être que ça ne va pas se régler maintenant, mais quand vous prenez l'assassinat de Luangba, de certains leaders, après combien d'années, les dossiers reviennent aujourd'hui à la surface. Vous voulez dire Lumumba? Lumumba, voilà. Donc, la crise post-électorale de la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, que ce soit dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, ben, il aura un procès juridique national. Ça, il ne faut pas se mentir. Voilà, on a vu en Guinée avec Dadis les événements du 10 septembre où il y a eu près de 150 morts, mais après combien d'années? Ils ont ouvert le dossier, aujourd'hui les gens sont condamnés. Ah, donc pour le cas de la Côte d'Ivoire, ça va dépendre du pouvoir qui sera là. Les 3000 personnes, qu'on dit 3000, on sait que c'est plus. Nous, on a perdu nos parents. Moi, ma mère est décédée pendant la crise post-électorale. Voilà, donc c'est des situations vraiment qui choquent. Et la sortie de M. Bougie nous réconforte, en quelque part. Ça nous réconforte de savoir que, effectivement, c'est un complot qui a été monté contre la Côte d'Ivoire pour tuer nos frères et nos sœurs. Donc, ça ne peut pas rester impuni. Si on avait une juridiction neutre, intègre, sur le plan où on pouvait poser plainte en France, on posait plainte en France pour que Sarkozy soit entendu. Mais si tu poses plainte en France, bon, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, c'est contre l'État français. Hein? Bon, si tu vas aussi à la CPI, ils vont traîner parce que vraiment, c'est une situation compliquée. La seule chose, c'est de s'organiser et si demain il y a un changement, il faut poser plainte contre toutes ces personnes-là. Voilà. Il faut qu'ils viennent s'expliquer. Que ce soit Sarkozy, que ce soit Bougie, tous ces acteurs-là, ils doivent s'expliquer. Il faut que le plus petit Ivoirien comprenne le fond de la crise. Parce qu'il y a trop de non-dits. Ouais, il faut qu'on comprenne. On sait que les gens lancent des informations superficielles. Même le président Soro Guillaume, il est aussi au cœur du secret d'État. On dit que c'est la crise post-électorale. Jusqu'à là, il n'a pas encore parlé. Il dit quelquefois, il balance des petits trucs, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'il sait. Tu vois. Et donc, c'est pour dire que tous ceux-là doivent un jour rendre compte au pays. Ils doivent rendre compte aux Ivoiriens. Voilà, on peut retarder l'histoire, mais on ne peut pas tromper l'histoire. C'est pas possible. Ça, la vérité finit toujours à surgir. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, pour conclure sur ce plan, moi, je pense que c'est un message pour les Ivoiriens, pour l'opposition, pour dire, en 2010, là, voilà ce qui s'est passé. 2015, les choses étaient différentes. 2020, voilà. Maintenant, 2025, là, vous êtes avertis. Il faudrait que les résultats reflètent la volonté du peuple. Il ne faudrait pas qu'il y ait une main extérieure qui vient imposer quelqu'un. Et ça, on ne doit pas accepter. Donc, battons-nous, sacrifions-nous.
s'ils veulent que tout le monde cotise pour organiser les élections, on va cotiser. On va cotiser. Si un mot d'ordre est lancé comme cotisation, les Ivoiriens, les gens ont l'argent, ils vont cotiser, même si c'est 1000 francs, 500 francs, ils vont cotiser. Voilà. Donc, c'est à prendre au sérieux et il faudrait que les gens parlent jusqu'en 2025. Hein. Voilà, ça, c'est mon avis. D'accord. M. Adjei? Si ça sera porter plainte contre la France, jusqu'à présent, je n'y crois pas. Parce que vous voyez, quand la France a rédigé les contrats coloniaux, tout est dedans, hein? Non seulement toutes les richesses des pays appartiennent à la France peut faire ce qu'elle veut sur ce territoire, il n'y a rien, on ne peut pas la traduire en justice, elle peut venir, vous savez combien de coups d'État la France a fait en Afrique, combien de présidents la France a tué, il y a quel pays qui a porté une fois plainte? Ça c'est out of question. Cependant, ce à quoi je crois, c'est que petit à petit, on doit mettre fin à ce règne en Afrique-là. Regardez petit Burkina, a chassé la France. Mali a chassé la France. Niger a chassé la France. C'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, c'est dans quelle juridiction on va aller pour porter plainte contre Sarkozy et autres. Ça là, c'est out of question. Tout ce qu'on peut faire, c'est de leur dire nous devons prendre notre souveraineté, dégager votre base militaire, on se prend en charge. Point. Mais quand tu as porté plainte contre tous les crimes là, je ne vois pas ça. Ça, c'est mon avis. Hein. Ça peut arriver, mais ça, c'est mon avis. Voilà. D'accord. Donc, pour vous, c'est fait, c'est tout. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour les Africains. On subit, et puis quand on demande notre autonomie, on nous tue. Mais il n'y a pas un endroit où on peut aller pour revendiquer, parce que les dés sont piqués dès le départ. C'est cette fameuse charte qui a été signée quand les colons partageaient les pays. Elle nous condamne toujours, elle nous condamne. Ouais. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez que pensez-vous dans quel état pensez-vous que se trouve M. Laurent Gbagbo aujourd'hui? Est-ce que cette déclaration de Bourgi va lui donner une nouvelle manière de voir la politique ivoirienne? Est-ce que M. Laurent Gbagbo va dire « je vous avais dit » ou bien alors il va dire à ses militants « écoutez, il faut qu'on aille revendiquer notre victoire et qu'on enlève M. » Est-ce que ça peut devenir un message de campagne pour M. Laurent Gbagbo? Je sais que Laurent Gbagbo, c'est un politicien méthodique. Il avait dit, il dit, je mène mon combat, mais je sais où je vais. Ce n'est pas avec la force. Il dit, vous allez mettre mon nom sur la liste électorale. On ne savait pas qu'il avait déjà préparé une plainte de son avocat vers la CPI, jusqu'à ce que la CPI annonce qu'elle quitte la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, Laurent Gbagbo, comme toujours, il a été toujours reconforté dans sa position et son avocat a tous les moyens de convaincre, sinon d'amener la CPI de faire des déclarations. Parce que quand on vient enlever quelqu'un du pouvoir, normalement, on doit le rétablir. Et s'il y a une juridiction sur place qui condamne abusivement cette personne, la CPI doit dire non. On a déjà jugé la personne. Donc, Ouattara, tu ne peux pas te permettre tout ça. D'abord, tu es un belligérant. Si on a jugé un, on doit te juger. Donc, toi, en tant que belligérant, tu n'as pas le droit de juger l'autre belligérant. C'est ce que la CPI doit lui dire. Donc, avec la plainte que Gbagbo a posée avec son avocat Maître Atit, ça réconforte la position de Gbagbo et ça réconforte notre position qui a été toujours la même. Voilà. On va aller jusqu'au bout. Oui. Oui, Oui, voici devant. Oui, pour question de... Oui. Oui. Est-ce que vous pensez que M. Gbagbo va utiliser ça comme une arme aujourd'hui pour les élections qui arrivent? Ah, bien sûr, il peut l'utiliser. Mais avant d'arriver à là, je rejoins Pasteur Aka.
Je ne suis pas d'accord avec Adjei avec cette déclaration parce que Bourdieu a été un acteur principal dans cette affaire-là. Depuis au temps de Mitterrand, il est dans cette affaire, depuis le temps de Mitterrand. Et son père était au temps avec, comment s'appelle, Foccart. Le papa de Bourdieu était avec Foccart. Et c'est dans ce sillon-là, il est atterri. Et ce n'est pas un écus, c'est un avocat de formation. OK. Donc, il appartient aux Ivoiriens, si possible l'État ivoirien, mais comme c'est incarné par Draman Ouattara et que c'est eux qui sont là, mais la population ivoirienne, comme Pascal Kara dit, doit porter plainte contre l'État français. Contre l'État français. Que Sarkozy soit vivant ou mort, contre l'État français, parce que voici le comportement de l'État français et l'État français doit dédommager les Ivoiriens pour cette guerre qu'elle a délibérément orchestrée en Côte d'Ivoire. Quand vous dites vitrifier, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement tuer dans le cadre de la guerre, parce que vitrifier, ça a beaucoup de formes, mais dans le cadre de la guerre, ça veut dire destruction totale, et quand on parle de destruction totale, c'est avec les grandes armes et on va jusqu'au nucléaire. C'est ça qui est vitrifié. Dans le jargon, comment ça s'appelle? C'est un jargon militaire, un jargon de guerre que Sarkozy a employé. C'est-à-dire, je vais te vitrifier, c'est-à-dire, c'est bombe nucléaire même que je vais jeter sur toi. C'est ça que ça veut dire. Donc, monsieur, l'État français doit être poursuivi par le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas attendre, comment ça s'appelle, la justice ivoirienne, puisque c'est eux qui mangent. Les Ivoiriens doivent se lever et porter plainte contre l'État français pour son rôle joué dans, comment ça s'appelle, dans ces massacres des Ivoiriens. Oui, mais dans quelle structure est-ce qu'ils vont le faire? Quelle structure, comment? C'est une plainte pénale. Bon, moi, comme je ne connais pas le droit, mais les Ivoiriens peuvent se... Quelle sera l'organisation, justement, qui va être à la tête pour collecter, par exemple, peut-être des pétitions, etc., pour écrire cette plainte et pour la déposer? Pour ce genre de choses, on n'a même pas besoin. La FIDOP est là. Hein. J'attends la réaction de la FIDOP. J'attends la réaction de la FIDOP. Monsieur Adjei, on n'a pas d'organisation. Vous dites quoi? D'accord. La FIDOP et le gars d'Afrique. OK. Gars d'Afrique, tout ça là. Voici maintenant, l'occasion est donnée aux Ivoiriens. On vient bavarder sur les réseaux sociaux. L'occasion est donnée aux Ivoiriens. Mais moi, je n'attends pas ça. L'occasion est venue pour les Ivoiriens de porter plainte contre la France et de dédommager les Ivoiriens. Dire que non, la France, cela, on ne peut pas. Non, non, non. C'est un jour où un proverbe africain dit l'eau qui tombe goutte à goutte sur le rocher, c'est ça qui perce le rocher. Ouais. Maintenant, quant à l'utilisation de cette partie, M. Laurent Gbagbo va l'utiliser. Voici un argument viable pour l'opposition à réclamer une refonte totale de la CI, de la liste électorale, du découpage électoral et des organisateurs de la CI. Voici un argument valable suffisant pour refondre toute la CI. Yeah. Alors, M. Adjei, répondez un peu à cette question. Où est le GAD? Où est la FIDOP? Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette plainte que nous souhaitons de tous nos cœurs? Cette plainte, oui, elle est possible. Ce que j'ai dit, c'est de manière générale, parce que les pays africains ont subi et continuent de subir. Et donc, il n'y a pas de juridiction crédible où on peut porter plainte. Mais, en ce qui concerne nous, les Ivoiriens, on a des organisations de droits de l'homme. Nous, on peut porter plainte, on peut en parler, on peut faire du boucan. Et puis bon, pour alerter, pour dire à la France que on est au courant de tout ce que vous avez fait et on vous rend responsable, on vous rend coupable.
si un jour une juridiction crédible se met en place, on peut acheminer la plainte là-bas et puis bon, on voit si on peut les obliger à dédommager les victimes. Mais ça sera au moment opportun. D'accord. Donc, on peut espérer... Dans 10 ans encore. Dans 10 ans encore. Non, les bases militaires sont encore en Côte d'Ivoire. C'est pas évident. Les bases militaires étaient au Niger et ils ont chassé les Français. Bases américaines étaient au Niger, ils ont chassé les Américains. Je sais, non, ils les ont chassés. C'est maintenant qu'ils peuvent porter plainte. Parce qu'ils sont partis. Okay. Tant qu'ils sont encore à Abidjan, on ne peut pas porter plainte. C'est ce que je veux dire. Si, on peut porter plainte. La justice est dépendante de la défense. Oui, mais vous savez deux départements, deux ministères différents. Vous savez comment ils commettent les crimes. C'est pourquoi ils sont dans notre pays. Donc, donc vous avez peur d'aller porter plainte. C'est très simple. Nous allons prendre un avocat français. Nous allons, comme pasteur Akal a dit, excusez-moi, nous allons prendre un avocat français que nous allons payer pour porter plainte contre la France. Bien sûr, c'est possible de le faire. Oui. Ouais. Alors, M. Kwasi, donc on espère que dans les jours à venir, vous allez initier ce mouvement. Donc, on pourra. C'est déjà lancé, on attend les appels des autres. D'accord. Surtout de la FIDOP et de GADAPRIL. C'est ça. GADAPRIL. Voilà, on vous attend parce que c'est important. Voilà. Oui, il faut que la Côte d'Ivoire puisse porter plainte contre la France et surtout aussi contre Monsieur Bourgi, même s'il était en train de faire, d'après lui, sa diplomatie. Non, il va témoigner. Il va témoigner. Oui. C'est une diplomatie qui a coûté la vie à des milliers d'Ivoiriens. Hein, donc, voilà. En tout cas, alors, merci à vous. Je crois que, comme vous savez, notre émission n'est pas très longue. Je vais juste vous donner l'opportunité de donner votre mot de la fin. Voilà. Et puis, on va se séparer pour aujourd'hui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais vous n'avez pas appelé quelqu'un. Je n'ai pas désigné comme le maître, je n'ai pas désigné. Alors bon, oui, c'est cela. Même alors, je vais y aller avec Pasteur Aka. Ensuite, M. Adjei, on va terminer aujourd'hui avec M. Kwasi Nungua. Merci. Bon, pour ma part, il faut dire que c'est dommage, mais cela doit donner de la force au président Gbagbo. C'est-à-dire que cette annonce-là doit le rajouter de plus de 10 ans en arrière. Oui, et il n'a qu'à rester dans une dynamique. Et puis, voilà, les choses vont se mettre en place. L'opposition doit se faire de cela pour faire plus de pression sur le pouvoir. Et pour moi, le pouvoir doit tirer les leçons de cette déclaration pour ouvrir le jeu politique, pour apaiser la Côte d'Ivoire et pour permettre à une élection transparente, inclusive. Parce que si elle n'ouvre pas le jeu politique, avec ce que M. Bourgi vient de déclarer, 2025 profite. Donc, je pense que le pouvoir ne va pas répondre directement à M. Bourgi, mais peut dépendre que on peut et s'ils doivent gagner, ils vont gagner. Voilà. Et puis, on avance. Donc, pour moi, c'est une main qui leur est tendue pour pouvoir prouver le contraire de ce qui a été dit. D'accord. Merci, Pascal. Kamé. Merci, Sister Salah. Vous savez, quand on est en classe et que la maîtresse désigne les élèves qui ont le courage de venir au tableau. Bref, je n'aimais pas aller au tableau, moi. D'accord. Donc, on attendait que, au moins, la maîtresse nous dise, bon, quand ce gars va au tableau, on vient à Dieu, au tableau. Bref, ce à quoi nous assistons aujourd'hui,
vient au bon moment. Il n'a jamais rien au hasard et chaque chose a son temps sous les tropiques. Cette sortie de M. Bourgui nous réconforte, nous, les enfants de Gbagbo et le camp de Gbagbo, nous réconforte dans notre position. Mais quand elle nous réconforte dans notre position, elle affaiblit l'autre côté. Aujourd'hui, M. Coulibaly-Quibert est affaibli parce que sur les antennes de France 24, 25 et TV5, il n'a même pas pu justifier pourquoi il n'a jamais fait de révision de liste électorale. Il est affaibli, ses fraudes sont exposées, la marque qui s'appelle mandat est affaibli parce qu'il se rend compte aujourd'hui qu'il est exposé, il n'avait jamais gagné d'élection. Bref, tout ça, ça concourt à, disons, une bonne sortie de crise de notre pays. Les Ivoiriens sont fatigués, on essaie de le dire, sur les antennes, nous sommes fatigués, le peuple ivoirien est fatigué, on ne peut plus amener ce peuple-là à une autre aventure électorale tant que les choses ne sont pas précisées. Nous allons saisir l'occasion pour donner l'occasion à la CPI, comme elle a promis, début 25, de dire ce qu'elle a dit. On attend. Le nom de Gbagbo sera sur la liste électorale. Ils vont préciser les choses. Donc, ils sont en train de nous permettre de régler ces contentieux qui aujourd'hui permettent au RADP de narguer les Ivoiriens aujourd'hui. Au moins, on va avoir une bonne sortie de crise et espérons que 2025 va se passer avec tranquillité, sans se plaindre de mort et autres. Donc, nous disons merci à Dieu et le combat continue. Merci, Cissé Sarah. Merci. Merci. Oui, allez-y. Ouais, le temps. Merci à Frère Dié, merci Cissé Sarah, merci tout le monde et pasteur Akar. Vous voyez, Jésus a dit une chose très éminente. Il dit à la fin des temps, tout ce qui a été enterré sera déterré, tout ce qui a été caché sera su de tout le monde. L'intervention de M. Bourgui est passée sur des chaînes de télévision françaises destinées au tiers-monde, et particulièrement à l'Afrique et au monde francophone. Donc, actuellement, là, France 24, TV5, toute l'Afrique francophone est au courant. Aujourd'hui, là, vous pouvez aller demander à, comment ça s'appelle, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Niger, de revenir. Vous pouvez, sur quel pied vous allez vous arrêter? Et quelle langue vous allez utiliser pour les convaincre de revenir? Il faut dire merci à ces trois présidents, un général, un colonel, un capitaine. La seule manière pour démanteler la France-Afrique, c'est d'avoir une puissance derrière toi qui puisse te protéger. Parce que nous sommes dans un jeu d'intérêt. Le plus fort mange le plus petit. Si la France ne pille pas nos richesses, elle va vivre de quoi? Elle va vivre de quoi? C'est ça le problème. Je ne sais pas pourquoi M. Laurent Gbagbo, devenu président, ne s'est pas allié à une puissance qui pouvait faire face à la France. La France est en train de faire tout ça, mais aujourd'hui, la France a très peur d'attaquer ouvertement l'AIS parce qu'ils ont signé des accords avec, comment ça s'appelle, la Russie. Quand Trump était président, il s'est levé un jour, il va aller bombarder, comment ça s'appelle, il envoie des bateaux de guerre pour aller pousser par les démocrates contre le Venezuela. Poutine a appelé, dit, hey, j'ai mes sous-marins là-bas. Il ne faut pas aller là-bas, j'ai mes sous-marins là-bas. En même temps, les navires américains sont revenus au large des Amériques. C'est ça. C'est ça. Et il faut remercier ces gens-là. Tant qu'on ne le fait pas, la France-Afrique ne va pas mourir parce que ça sert à quelqu'un. Aujourd'hui, la France-Afrique sert à, comment ça s'appelle, M. Draman Ouattara. C'est Houphouët qui a créé la France-Afrique, lien entre l'Afrique et l'Amérique. Mais parce que Houphouët n'avait pas les moyens pour s'en détourner.
Houphouët n'avait pas les capacités, n'avait pas les hommes. Mais Houphouët, avant sa mort, il a dit, Mitterrand était assis à côté de lui. Il a exhorté les Ivoiriens que demain, là, l'indépendance économique, c'est nous qui allons la prendre. Il faut aller à l'école, il faut aller compétir avec eux. C'est nous qui allons faire cette compétition-là avec la France. Mais il nous faut une puissance derrière nous. Et c'est ce que nous avons. Tant que nous ne faisons pas ça là, la France ne change jamais sa méthode politique. Ce sera la même chose. Peut-être qu'ils vont, comment ça s'appelle, changer le décor, mais ce sera le fond, ce sera la même chose. Donc, j'exhorte les Africains de s'allier avec des puissances qui puissent les protéger, qui puissent les aider à se développer et pour qu'on puisse se débarrasser une bonne fois pour toutes de la France-Afrique. Merci. Voilà. Merci à vous, chers panélistes, et merci aux auditeurs. N'oubliez pas que demain, nous allons retrouver M. Kwasi Dunga sur sa chronique. Et voilà, on pourra encore explorer les méandres de la politique ivoirienne. Si ça sera demain, il n'y aura pas de chronique parce qu'il y a le débat des vice-présidents. Parce qu'actuellement, le monde est suspendu à, comment ça s'appelle, à cette élection-là. Donc, je ne voudrais pas faire une émission où les gens ne pourront pas être là. Donc, demain, il n'en aura pas. Mais à mardi prochain. Merci beaucoup pour l'annonce. D'accord. Voilà, merci. Alors, mardi prochain, on pourra se retrouver avec M. Kwasi Dunga. Sachons une chose, mes chers frères africains, c'est que l'Afrique, là, ne peut se libérer qu'elle-même. Le pouvoir, ça ne se donne pas. Le pouvoir, ça s'arrache, ça se prend. Et donc, avec tous les remue-ménages, attendons-nous à beaucoup d'autres sorties, comme on dit en Côte d'Ivoire, à beaucoup d'autres dossiers qui vont certainement être exposés pendant ces élections. Et ça va certainement aider la population ivoirienne. Merci à vous tous. Et puis, on se retrouve le mercredi. Bonsoir.